Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet, La radio vous tend le micro, vous donne la parole. vous écoute, La radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée. celle qui libère. Le 13 février. Fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO. La radio, c'est un outil quasi infini pour transmettre de l'information et puis aussi s'adresser à des peuples en difficulté. Exactement, dans les catastrophes aussi. Dans les désastres naturels, en fait, c'est clair que la radio joue un rôle très important. D'ailleurs, on a toujours travaillé avec plusieurs communautés pour vraiment promouvoir la radio pendant cette période-là. Et également pendant les conflits. Ouais. C'est que si on peut passer des messages de paix, des messages de tolérance, des messages et promouvoir le débat et le dialogue, en fait, c'est toujours... Après des bombardements, parfois il n'y a pas d'électricité, il y a encore moins Internet, exactement. Les réseaux télécoms sont souvent à terre et parfois, d'ailleurs, il existe des organisations humanitaires et l'UNESCO également, qui installent des antennes provisoires. Oui, il suffit d'avoir un transistor, un poste avec des piles et c'est souvent le seul moyen de pouvoir s'informer dans des régions en conflit. Exactement, c'est des moyens simples qui ne coûtent pas cher et en même temps c'est accessible à tout le monde. Et ce que nous avons aussi constaté, c'est qu'actuellement avec le développement technologique, on peut aussi faire connaître les radios partout. Avec des applications sur mobile, sur Internet, on peut écouter la radio même si on ne capte pas les signaux radiophoniques. D'ailleurs, dans quelques minutes, nous écouterons également une autre interview. C'est celle de David Smith. Il est l'ancien patron de Radio Okapi. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'était Radio Okapi. C'était la radio de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Oui. Voilà, tout à fait. On l'écoutera dans un instant. On va accueillir notre invité suivant. Je vous invite à rester si vous le souhaitez, Monsieur Chakchouk. Nous recevons aujourd'hui Bertrand Levent qui... je crois qu'il doit nous quitter, donc on va le libérer. Merci en tout cas, Moïse Chakchouk, d'avoir été avec nous. Merci de nous recevoir. Et puis très bonne journée mondiale de la radio. Merci à vous tous. Et nous restons en direct. Bonne fête. Merci à vous. Notre invité suivant, c'est Bertrand Levent. Vous travaillez pour l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on va parler de diffusion de langues. On parlait tout à l'heure des langues autochtones. Et vous êtes là pour favoriser la diffusion de la francophonie. C'est comme ça qu'on peut résumer l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on va vous allumer votre micro. Voilà. Bonjour, voilà, tout à fait. Je travaille pour l'Organisation internationale de la francophonie qui œuvre notamment à la promotion de la langue française, mais aussi de valeurs. La thématique d'aujourd'hui est celle du dialogue, de la tolérance et de la paix. Et je travaille dans une direction qui s'appelle la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique, dans laquelle je mets en œuvre des programmes relatifs à la liberté d'expression et la régulation des médias. Ce qui n'est pas sans lien évidemment avec la radio. Et dans ce cadre-là, nous menons plusieurs actions et l'une d'entre elles, qui vient d'être lancée la semaine dernière, est le prix francophone de l'innovation dans les médias. Alors ça justement, c'est aussi le rôle de votre organisation. Vous le faites avec d'ailleurs RFI et Reporters sans frontières. L'idée, c'est aussi de challenger peut-être les journalistes, les professionnels et notamment la radio pour qu'ils produisent et qu'ils soient valorisés à travers un prix, c'est ça ? Tout à fait. On sait bien que les médias, comme beaucoup d'autres domaines, sont bousculés aujourd'hui avec les avancées numériques. Donc l'idée, à travers ce prix, c'est de valoriser, d'encourager toutes les initiatives positives qui sont faites au niveau des médias, et notamment de la radio, puisque ça s'adresse aussi aux radios, aux télévisions, à la presse écrite et aussi aux nouveaux médias. Et c'est d'encourager, de valoriser toutes ces nouvelles initiatives, notamment au niveau éditorial, au niveau des usages, puisque la mobilité, le numérique, l'interactivité a bousculé beaucoup de ces usages, et aussi sur les nouveaux modèles d'affaires, puisqu'on se rend bien compte que la rentabilité des médias aussi, la viabilité est parfois difficile à assurer. Donc il y a certaines personnes, et il y a beaucoup de talents dans le monde francophone et ailleurs, qui mettent leur énergie à essayer de créer des nouveaux moyens d'accéder à l'information et des nouvelles manières d'informer. Alors justement, dans cette 4e édition, il y a donc 3 éditions précédemment qui ont été valorisées
Et comment vous déterminez l'attribution de ce prix, justement? Alors, comme je le disais, il y a 3 types d'innovations que nous souhaitons encourager. Tout d'abord, l'innovation éditoriale, c'est-à-dire la manière de présenter l'information, de l'accompagner, de cibler parfois certaines informations, certains publics. On peut penser aux jeunes, aux femmes, qui sont des publics très importants à pouvoir valoriser, intégrer. L'innovation dans les usages également, compte tenu de toutes les avancées technologiques qui profitent aux médias, notamment les avancées numériques, et aussi les innovations dans les modèles d'affaires et les modèles de contribution dans la manière dont les médias assurent leur rentabilité, mais aussi assurent leur mode d'organisation. On sait bien que parfois il y a des médias qui sont basés, comme par exemple le dernier premier prix l'année dernière, comme à Paris RDC, qui fédère plusieurs blogueurs en République démocratique du Congo, et qui sont répartis dans plusieurs villes du pays et qui contribuent à un seul média. Donc c'est un modèle innovant de contribution particulière qui pourrait d'ailleurs, l'idée c'est d'en faire un modèle peut-être qu'on peut déployer dans d'autres régions ou même dans les pays occidentaux. Tout à fait, c'est l'idée de ce prix, c'est évidemment primer des innovations particulièrement intéressantes, mais c'est aussi de faire une forme d'émulation, c'est-à-dire de mettre en avant certains modèles qui pourraient inspirer d'autres. Tout le monde peut effectivement candidater à ce prix. C'est ouvert à tous. Comment ça se passe? Alors les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er mars sur les sites internet. Moins de 15 jours. Voilà, il faut un peu se dépêcher. Sur les sites donc de l'OIF, de RFI et de RSF. Excusez-moi. Il suffit de remplir un formulaire, de mettre en avant l'ensemble des innovations, de les contextualiser, puisqu'une innovation qui est développée dans un pays... un dossier, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et donc ça s'adresse à tous les médias, radio, télé, presse écrite, nouveaux médias, des 54 pays membres de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. D'accord, il faut être issu d'un de ces pays, effectivement. Tout à fait, puisque, comme vous le savez, on encourage aussi la production et la promotion de la langue française, et les médias et la radio aussi en particulier sont des vecteurs importants de cette promotion de la langue française. Vous avez déjà reçu beaucoup de candidatures, alors peut-être sans trop dévoiler, est-ce qu'il y a des choses innovantes pour cette 4e édition qui se préparent? Est-ce que vous avez déjà reçu des dossiers intéressants? Alors je crois que l'ensemble des médias qui souhaitent candidater sont en train de préparer leurs dossiers. Je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir les éplucher, mais je suis certain qu'ils seront nombreux et que les innovations seront encore très étonnantes. Et quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'on gagne derrière? Mis à part un beau trophée? Alors, il y a déjà un beau trophée, la valorisation, et puis une réception, une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale de la langue française, de la francophonie, le 20 mars prochain. Mais également aussi, c'est l'occasion d'encourager et de soutenir ces initiatives. Un premier prix de 10 000 euros pour le premier lauréat, un deuxième prix de 6 500 euros et un troisième prix de 3 500 euros. Voilà, et des portes qui s'ouvrent certainement quand on est lauréat d'un prix comme celui-là. Ça facilite aussi l'émergence de certains projets. Alors, l'OIF, vous avez également publié un guide pratique quand on parle de la thématique sur le dialogue, la tolérance et la paix pour lutter contre les discours de haine dans les médias audiovisuels. C'est vraiment d'actualité, ça. On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi sur certains médias audiovisuels où dessus, effectivement, ça ne favorise pas forcément la paix. Et vous diffusez une information pour justement essayer de combattre tout ça. Tout à fait, c'est un guide ici. Je vois qu'il y a une caméra, puisque c'est une radio filmée. Je le présente et tout le monde pourra retrouver, j'imagine, sur votre site. Tout à fait, sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. Évidemment, les discours de haine, on parle beaucoup des discours de haine qui pullulent sur les réseaux sociaux, mais ils existent malheureusement encore parfois dans les médias audiovisuels et les médias dits traditionnels. Ces médias-là, et particulièrement la radio et la télévision, ont un rôle d'exemplarité. Donc l'idée, à travers ce guide, c'est aussi de pouvoir compiler l'ensemble des contributions dans l'espace francophone qui permettent d'accompagner et de lutter contre ce discours de haine. Puisque là, on est quand même dans une thématique qui est sensible, puisqu'il s'agit de limite à la liberté d'expression, et il ne s'agit pas simplement d'identifier le discours de haine, mais il s'agit aussi
de trouver les moyens et les procédures adéquates pour pouvoir lutter contre ces discours. Donc ce guide reprend des lois, des cadres juridiques, des jurisprudences, mais aussi des bonnes pratiques à développer par tous les acteurs du secteur audiovisuel pour lutter contre ces discours. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses que vous avez remarquées et qui ont aussi créé le débat pour la création de ce guide? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez nous donner en particulier? Alors ce guide reprend justement deux études de cas qui ont été réalisées au Maroc et en Tunisie, où les deux autorités de régulation de ces pays, qui étaient partenaires de ce projet qui a abouti à ce guide, ont réalisé un monitoring des médias pour essayer d'identifier les discours de haine qui étaient présents en télé et en radio, ce qui permet d'identifier le type de discours, d'essayer de le qualifier, et puis par la suite de pouvoir développer des initiatives de sensibilisation à l'encontre envers les médias, mais aussi envers les publics. Donc j'invite les gens qui sont intéressés à regarder ce guide. Et puis il y a aussi des bonnes pratiques qui peuvent être développées. Je pense à une bonne pratique en particulier, par exemple dans le cadre d'élections au Niger, l'autorité de régulation a encouragé la rédaction et la conclusion d'une charte entre les partis politiques et les médias pour s'engager à avoir un débat serein dans lequel les discours de haine seraient proscrits. Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet, La radio vous tend le micro, vous donne la parole, vous écoute. la radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée. Celle qui libère. Le 13 février, Fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO.